Alors, bienvenue au colloque intitulé Vieillir dans des territoires en transformation, organisé par l'équipe de recherche VIE, qui est Vieillissement, Exclusion sociale et Solidarité. Et c'est une équipe qui est financée par le FRQSC. Ce colloque est aussi en collaboration avec le CREGES, qui est le Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale, et Engage, qui est le Centre de recherche de Concordia sur le vieillissement. Je m'appelle Megan Joy et je suis professeure agrégée de sciences politiques à l'Université Concordia et je co-dirige actuellement l'équipe VIE avec Dr. Patrick Marier. Je suis aussi le directeur par intérim de Engage à Concordia. Alors, j'aimerais commencer par reconnaître que l'Université Concordia est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne de terre et des eaux sur laquelle nous nous réunissons aujourd'hui. Kanien'kehá:ka, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues avec les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Bien que cette conférence se déroule sur les terres non cédées de la nation Kanien'kehá:ka, beaucoup d'entre vous ne regardent pas de Montréal. Alors, nous vous invitons donc à réfléchir avec nous sur les terres et les histoires où vous vous trouvez maintenant. Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre deuxième panel de ce colloque. Le panel est intitulé « Appropriation des espaces et des milieux de vie pour un vieillissement sur place ». Alors, j'ai posté des informations utiles dans le chat. Brièvement, vous pouvez utiliser des écouteurs et haut-parleurs pour une meilleure qualité audio. Votre caméra et votre micro seront fermés tout au long de la rencontre. Nous vous demandons de communiquer vos questions par écrit dans la section Q&R, questions et réponses. Les questions seront acheminées aux conférenciers lors de la période de discussion à la fin. L'onglet clavardage sera utilisé pour vous communiquer par écrit des consignes et documents pertinents. Et le matériel post-conférence d'enregistrement du webinaire sera envoyé par courriel quelques semaines après la conférence. On va aussi poster sur le site web du colloque. Et finalement, si vous avez des questions, veuillez envoyer un courriel à Catherine Bredette, qui est ici aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec l'animateur de ce panel, M. Philippe Tessier. Philippe. Alors, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Philippe Tessier. Je suis coordonnateur de la table de concertation des aînés de l'île de Montréal. Alors, quelques mots sur la table. La table regroupe 27 tables aînées locales, 127 membres d'organismes. Et la table agit comme intermédiaire entre ses membres et ses organismes locaux envers les différents paliers du gouvernement, provinciaux, municipaux et fédéraux. Alors, moi, mon intérêt pour le sujet présentement, c'est, écoutez, à titre de coordonnateur de la table de concertation, on est appelé à représenter la table de divers endroits. Lundi dernier, j'étais au forum sur la fiscalité montréalaise et on parlait justement de la hausse des taxes foncières qui va avoir lieu probablement là, bientôt. Et ça se situe entre 3 et 6 % et ça cause des problématiques. Je discutais avec un conseiller municipal de l'ouest de l'île de Montréal et qui me disait que la majorité des gens dans son arrondissement, excusez-moi juste un instant, OK, dans son arrondissement, la majorité des gens âgés avaient pas nécessairement les moyens de se payer des hausses de taxes de 3 à 6 % parce que eux avaient acheté leur résidence dans les années 50, 60, 70 et leur résidence valait maintenant 1 à 1,5 million. Alors, ça causait des défis parce que leur revenu augmentait pas. Et ça causait des défis sur la possibilité de rester dans leur résidence et peut-être être obligé de quitter leur quartier. Alors, c'est des enjeux comme ça qui m'intéressent. Qu'est-ce que je vais faire là présentement? Je vais vous présenter brièvement les trois panélistes. Je vais commencer par Madame Sophie Guimond,
Sophie Guimont est ergothérapeute et ergonome ainsi que chargée de cours et candidate au doctorat en sciences biomédicales de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ses expériences de clinicienne et de chercheur sont orientées sur le retour au travail des personnes vieillissantes. Ce faisant, ses intérêts de recherche portent entre autres sur la prévention des blessures dans les situations de travail, l'engagement envers l'activité, ainsi que l'impact de l'environnement sur l'individu. Ses travaux s'inscrivent dans ceux du laboratoire de recherche engagement et espace habilitant. Alors, Mme Guimont va nous parler des espaces habitants, nouveaux concepts supportant l'appropriation des milieux de vie. La deuxième panéliste qui va être avec nous aujourd'hui, c'est Mme Micheline Roch. Micheline Roch est native du quartier Tétroville, ville de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, ayant poursuivi des études à l'UQAM afin d'obtenir un baccalauréat en administration des affaires, un certificat en comptabilité générale et un certificat en assurance et intervention financière en 2001. Elle a œuvré à titre d'agent d'assurance et agent senior pendant 23 ans au sein du mouvement Desjardins. À titre bénévole, elle a occupé différents postes, dont celui de présidente du CA de l'organisme Chez nous de Mercier, trésorière du CA de Téléécoute et depuis 2021, administratrice au CA de la FADOC. Et finalement, depuis juin 2022, administratrice pour la TCAIM. Depuis 2017, elle est administratrice principale de 2 syndicats de copropriété. Alors, Mme Roch va être la participante de terrain durant ce colloque aujourd'hui. Et finalement, on va passer à Mme Salomé Valette. Mme Valette détient un diplôme de baccalauréat spécialisé en sciences politiques de l'Université de Montréal, ainsi qu'une maîtrise en études politiques de l'Université de Sherbrooke. Depuis 2017, elle entreprend un doctorat en études urbaines à l'Institut national de recherche scientifique à Montréal. Pour sa thèse, elle s'intéresse à comprendre comment l'expérience que se font les personnes âgées de leur municipalité peut influencer leur participation politique à l'échelle municipale. Salomé porte la démocratie municipale et la représentation du vieillissement comme deux de ses plus importants intérêts de recherche. Elle collabore d'ailleurs avec plusieurs chercheurs pour mieux définir ces deux intérêts. Entre autres, elle fait partie de l'équipe de recherche vieillissement, exclusion sociale et de solidarité de l'Université de Concordia et assistante de recherche pour l'équipe de recherche de baromètre municipal du Canada de l'Université de Calgary. Alors, c'est nos 3 panélistes. Bienvenue à vous 3. Alors, je pense on peut commencer avec, quelle heure est-il? Midi 10. On peut commencer un petit peu en avance, mais on peut commencer avec Mme Sophie Guimont. Est-ce que vous êtes avec nous, Mme Guimont? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je vous laisse la place. Oui, je vais partager mon écran. Attendez. Voilà. Est-ce qu'on peut me confirmer que vous voyez bien mon écran? Oui, très bien, merci. Parfait, merci. Donc, bonjour, bienvenue, merci en mon nom et au nom de mes collègues. Il me fait plaisir de pouvoir vous entretenir aujourd'hui sur ce nouveau concept qui est l'espace habitant et de comment il peut supporter l'appropriation des milieux de vie. Mon objectif dans le cadre de cette présentation est vraiment de vous présenter le résultat d'une analyse théorique effectuée par moi et mes collègues aboutissant à l'émergence du concept d'espace habitant. Voici le plan attendu de la présentation. Le vieillissement de la population est en augmentation depuis des années, selon plusieurs sources, dont l'Institut de statistique du Québec. Au fil des années, les enfants partent de la maison, les rôles sociaux, les rôles des personnes changent, les capacités se modifient et elles ont à faire face à plusieurs défis, ce qui amène à une réflexion sur l'avenir et une reconsidération des choix antérieurs, un peu comme vous venez de nous parler. Il est difficile de quitter un espace dans lequel plusieurs années de notre vie ont été passées. De ce fait, le concept d'espace habitant peut être vu comme un facilitateur pour soutenir cette situation et ainsi permettre de maintenir l'attachement à l'environnement sur le long terme pour cette personne. Pour concevoir le concept d'espace habitant, qui était notre objectif de l'étude, la méthode constructiviste de l'analyse conceptuelle proposée par Walker et Avent a été utilisée. Celle-ci se compose en 8 étapes regroupées en trois parties. Donc, les 4 premières étapes sont vraiment pour définir le concept, la question de recherche, les objectifs de l'étude et positionner la recherche en fonction du champ conceptuel théorique. Les 2 suivantes sont vraiment pour illustrer des cas
pour les décrire, en fait, et contextualiser concrètement l'intérêt de ce nouveau concept. Et la dernière partie, c'est pour traiter de l'intérêt du concept et de proposer de ce que ça peut apporter au niveau de la recherche. L'analyse de concept permet de clarifier les ambiguïtés, les concepts surexploités ou inexplorés afin d'obtenir une définition opérationnelle, incluant les principaux attributs, antécédents et conséquences et aussi des références empiriques. L'analyse de concept a aussi été utilisée dans d'autres élaborations conceptuelles. Voici les sous-concepts à partir desquels l'analyse de concept a été élaborée, décomposée en 7 sous-concepts spécifiques et complémentaires. Dans ce tableau, on peut voir les mots-clés qui ont été utilisés là, dans les bases de données. Voici les critères d'inclusion, d'exclusion qui ont été appliqués dans notre démarche pour l'élaboration conceptuelle. Toutes ces bases de données ont été sélectionnées car elles se réfèrent au domaine des sciences, de la santé ou de l'ergonomie et garantissent une qualité et une validité des articles qui sont répertoriés. Voici la grille d'extraction qui a été utilisée dans le cadre de notre projet. La consultation des bases de données a été faite en mars 2018 et aussi une révision en février 2020. La catégorisation a été faite tout au long du processus et ce, par différents analystes. Voici le schéma qui présente un peu la sélection des articles sur lesquels on s'est appuyé. Donc, la première boîte à gauche en haut, c'est vraiment la première collecte sur les bases de données, alors que quand nous avons refait, là, 185 articles ont été sélectionnés, mais finalement, juste 27 ont été retenus suite aux critères d'inclusion et d'exclusion. Ici, la liste des articles qui ont été retenus, les types d'études ainsi que les thématiques principales. De l'analyse de tous ces articles, on a pu ressortir 6 différents attributs pour caractériser le concept d'espace habilitant. Des attributs sont des caractéristiques qui permettent de cerner au plus près la réalité du concept. Le premier attribut qui a été identifié, c'est la flexibilité. Donc, pour du changement, de la transformation. Il est sous-entendu ici que l'espace habilitant doit être propice à des transformations pour soutenir le développement de l'acteur en tout temps dans son activité. Le second attribut réfère à la notion de partenariat, c'est-à-dire un espace qui facilite l'interaction, la rencontre avec l'autre, la collaboration avec les personnes et autrui, que ce soit un proche aidant, un professionnel de la santé ou tout autre individu. L'espace habilitant constitue une réunion d'acteurs qui partagent des objectifs convergents et qui agissent en partenariat. L'attribut suivant, réfère au besoin de contrôle et de pouvoir d'action de l'acteur. Cette notion réfère au niveau de maîtrise minimum et englobe le maintien du libre arbitre, la notion de choix de l'acteur. Donc, il peut agir sur son environnement. Le quatrième a été défini sous l'étiquette de la quiétude et fait référence à l'état de l'acteur résultant d'un contexte duquel les contraintes sont le plus possible atténuées. Dans ce cas, l'état représente la conscience plus ou moins aboutie, intégrant des éléments interactifs et affectifs. L'attribut suivant correspond au caractère stimulant de la situation, que ce soit stimulant pour la personne, donc d'une notion de juste défi vient se greffer. Le dernier correspond à la sécurité, à savoir que l'espace est sûr et offre des garanties de sécurité pour les acteurs qui y évoluent. Donc, tous ces attributs qui proviennent de la lecture de tous les articles sont en interinfluence. Il existe une relation dynamique entre ceux-ci. Donc, on peut voir aussi que c'est pas nécessairement un attribut, tous sont interreliés. Il faut préciser aussi que c'est pas dichotomique, donc présent ou absent. Les attributs peuvent être présents sous forme de gradient, donc un peu, moyen ou plus un fort niveau de partenariat, par exemple. Les étapes 5 et 6 de la méthode de Walker-Haven demandent de construire un cas d'étude et des contre-exemples, comme on avait vu dans les premières diapos. Pour ce faire, et ainsi pour poursuivre l'analyse afin de confirmer l'applicabilité du nouveau concept, la méthode des personas est utilisée.
Tout d'abord, Louis, âgé de 79 ans, est marié, a plusieurs rôles sociaux. Dans ses journées, il fait l'entretien de la maison, s'occupe du dîner de ses petits-enfants. Louis est un homme très serviable, débrouillard et chaleureux. Il habite dans une maison intergénérationnelle avec son fils et sa famille. Pauline a 57 ans, est célibataire, mère de 2 enfants. Elle est anxieuse, rigoureuse dans ce qu'elle entreprend et souriante. Elle vient d'intégrer une ressource domiciliaire communautaire, comme par exemple une ressource à vocation communautaire en milieu agricole. Finalement, Léopold, âgé de 82 ans, est veuf depuis quelques mois. Il a 3 enfants, 5 petits-enfants et un arrière-petit-enfant. Il joue à la pétanque et s'adonne à l'horticulture. Il est méticuleux, créatif et jovial. Il habite dans une habitation à loyer modique et fréquente les jardins communautaires. Maintenant que nous avons défini les attributs tout à l'heure et présenté les personas, on va poursuivre l'analyse en juxtaposant ces deux parties. Vous pouvez voir les attributs, certaines caractéristiques sont présentées pour Louis. Tout d'abord, pour ce qui est du personnage de Louis, qui habite dans une maison de type intergénérationnel, il habite avec son fils et sa famille. C'est ainsi que les tâches à accomplir sont, comme entretenir la maison, sont divisées entre les membres des 2 familles, si on peut dire. Louis reçoit de l'aide de son fils et en retour, il prépare le dîner pour les enfants. Il est aussi disponible en cas de besoin du couple, considérant que son fils a un horaire de travail atypique. Le projet de construction de la maison a été, dès le départ, tout le monde a été impliqué là, dans ce projet-là pour concevoir et réfléchir aux différents besoins de tous les membres de la maison. Ils ont considéré aussi l'avancée en âge et les potentiels besoins qui pourraient survenir sur le long terme. Louis et sa femme possèdent un espace à eux et peuvent se l'approprier à leur convenance, maintenir une certaine intimité. Pour Louis, le fait d'habiter près de son fils le rassure et il se sent en sécurité. Et le fait de contribuer à la vie familiale et d'entrer en interaction avec ses petits-enfants le stimule. Pour ce qui est de Pauline, pour différentes raisons, elle est victime de discrimination et de stigmatisme au niveau de son travail et dans sa vie quotidienne. Elle a intégré la ressource agricole, comme je vous disais précédemment, pour s'y engager. Elle y rencontre plusieurs personnes dans sa situation, ce qui lui permet de créer un partenariat avec eux. Le contexte lui permet de choisir les tâches qu'elle souhaite accomplir en sécurité et sans pression. Le milieu est contrôlé et encadré. On peut donc voir que l'exemple de Pauline est à la limite d'un cas modèle, car de sa situation antérieure où elle vivait une certaine situation plus difficile, maintenant qu'elle est en présence à la ressource, elle peut être plus facilement impliquée et s'engager, inclus dans les tâches à faire. Finalement, pour Léopold, il se dirige au parc près de chez lui pour participer au jardin communautaire, une activité qui est proposée par l'arrondissement de la ville. Cependant, l'accès est très difficile car des escaliers sont présents pour s'y rendre, plusieurs escaliers. Le groupe d'organisateurs du jardin communautaire s'est inscrit à un concours de la ville et ils veulent vraiment gagner. Donc, il y a beaucoup de pression des organisateurs pour que les participants puissent effectuer le maximum de ce qu'ils peuvent pour vraiment pouvoir gagner. Les participants doivent travailler de longues heures à désherber et pendant des chaudes journées. Vous pouvez constater que le cas de Léopold peut être plus difficile. On est plus loin finalement d'un espace habilitant. Donc, si je reviens avec Louis de tantôt, on a certaines caractéristiques qui nous permettaient de dire oui, effectivement, l'espace habilitant est présent, alors que Pauline, le contexte venait de changer, qui permettait d'être près d'un espace habilitant, alors que Léopold, on était très loin d'un espace habilitant. C'est ainsi qu'on peut proposer une définition de ce qu'est l'espace habilitant. Mais dans les dictionnaires, il n'y a rien qui peut être décrit tel quel espace habilitant. Si on divise, l'adjectif habilitant fait la référence à fournir à une personne les moyens ou les occasions de rendre capable d'accomplir un acte,
alors que le non-espace implique la notion de durée et d'étendue illimitée en 3 dimensions dans laquelle objets et événements se produisent et ont une position et une direction relative. C'est ainsi que la définition proposée de l'espace habilitant, suite aux réflexions, se présente ainsi. Scène où l'acteur peut participer, s'engager et transformer la vie collective dans la mesure de ses capacités afin qu'il puisse se réaliser et s'émanciper pleinement. Je vous présente le modèle qui a été conceptualisé un peu sur comment on peut concevoir l'espace habilitant. On retrouve au centre les attributs, les différents attributs que je vous ai parlé tantôt. Comme dans le cas de Pauline, tantôt, je vous disais, l'environnement, le contexte peut venir faciliter ou limiter finalement considérer la situation de l'espace habilitant. Parmi les espaces, sont présents de 3 niveaux, donc macroscopique, mésoscopique ou microscopique. Donc, vraiment très largement la société ou au centre la communauté, les institutions ou la microscopique, vraiment la situation d'activité. Tout en bas, on retrouve les conséquences. Quand l'établissement d'un espace habilitant est là, que les attributs sont présents, donc on peut relever l'épanouissement de la personne, l'engagement de la personne, ainsi que l'inclusion de la personne dans sa situation. J'arrive à la discussion. De par l'application des personas, Louis, Pauline et Léopold, il est possible de considérer ce qui est favorable pour un espace habilitant, ce qui pose des limites et ce qui pose des limites. La présence des attributs, notre rond au centre, est sine qua non pour considérer l'espace, mais l'influence des antécédents est très importante pour permettre l'établissement de celui-ci. Le développement du concept est encore à peaufiner, dont relativement à la dernière étape, soit la précision des référents théoriques. Certains travaux sont présentement en cours à ce sujet, ce qui permettra d'opérationnaliser le concept. De plus, des outils de mesure sont à développer, ce qui permettra d'évaluer et guider les réflexions et les interventions futures. Le processus d'analyse de concept a été fait avec rigueur, en respectant la méthode proposée par Walker et Adams, ce qui nous permet d'avoir établi un nouveau concept appliqué avec les personnages. Selon les résultats, la population âgée et la thématique de maintien en domicile sont bien représentées. Toutefois, certaines limites peuvent être soulevées. La sélection des concepts initiaux peut-être était trop restreinte, comme l'urbanisme a été exclu. Peut-être qu'il y aurait eu des informations pertinentes à ce niveau. Et les résultats, malgré que c'est avantageux puisque ça présente beaucoup les personnes âgées, c'est peut-être plus difficile de généraliser à d'autres populations. En conclusion, les espaces habilitants peuvent être utilisés pour réfléchir au vieillissement sur place et contribuer à l'épanouissement, à l'engagement, ainsi qu'à l'inclusion des personnes. Ce concept est approprié puisqu'il donne du pouvoir à l'acteur, ça permet d'être en contrôle, il est flexible et singulier afin d'être en adéquation avec chacun, ce qui tend à être vers un vieillissement où les gens demeurent actifs et s'approprient leur milieu de vie. Merci. Alors, merci, Madame Guimond. Très belle présentation. Madame Guimond, qui est chargée de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et pour les questions, on va avoir une période de questions après les présentations. Ça va durer environ, je pense, une demi-heure de questions après les présentations. Alors, gardez vos questions pour un petit peu plus tard. Là, maintenant, on va passer à Mme Micheline Roch, qui est administratrice à la FADOC et à la TCAIM, qui est notre participante de terrain aujourd'hui. Bonjour, Mme Roch, ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci. Alors, pour faire suite aux propos de Sophie, c'est quelque chose de très intéressant qui me rejoint en quelque sorte. Je suis née dans Tétroville, vous l'aviez dit un petit peu plus tôt. J'ai grandi à Tétroville, j'ai quitté peut-être une vingtaine d'années. Et au moment de mon divorce, je suis revenue vivre à Montréal dans le même quartier. Mais je me rends compte, avec les propos de Sophie, que il faut vraiment penser à ce si la santé nous laisse à un moment donné, il faut vraiment penser à avoir un plan B
pour à trouver un nouvel endroit qui correspondrait le mieux à nos besoins. Actuellement, je suis en pleine forme. J'habite en condo depuis 96, donc évidemment, je suis quand même privilégiée d'avoir un loyer à payer qui est minime, qui sont les frais de condo et les taxes. Donc, je me questionne à savoir si jamais ma santé se décline, qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je peux aller. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'informations qui nous sont données. Je vois ici dans le quartier plusieurs nouvelles constructions, mais c'est des constructions pour des gens qui sont à faible revenu, pour des familles à faible revenu, pour des nouveaux immigrants qui arrivent ici au Québec, qui n'ont pas d'endroit où habiter, mais je pense pas qu'on pense réellement à offrir quelque chose de modeste ou d'accessible à des aînés. Je vais vous donner l'exemple d'une de mes amies qui est peut-être un petit peu plus vieille que moi, peut-être 3 ou 4 ans plus vieille que moi. Faut dire que j'ai 75 ans, puis je suis en pleine forme. Elle aussi, elle a 78 ans. Et là, son propriétaire la talonne pour lui augmenter son loyer. Elle paye peut-être 500-600 $ par mois en ce moment, mais probablement que lui veut l'augmenter du double. Donc, est-ce qu'elle va pouvoir se permettre d'être capable de payer un loyer aussi élevé? Moi, ça me questionne. Je me dis, je trouve ça épouvantable aujourd'hui, les augmentations de loyer, l'appât du gain des propriétaires. J'ai un autre exemple, ma sœur qui est un petit peu plus jeune que moi, qui a 7 ans de moins que moi, qui vit dans une maison du groupe Maurice. Et elle a vendu son condo récemment et elle est allée vivre dans un nouvel complexe du groupe Maurice qui est à Mascouche et elle va payer 2700 $ de loyer par mois. Moi, je trouve ça épouvantable. Je comprends que dans un loyer comme ça, il y a des frais pour des soins médicaux si advenant elle a besoin de soins sans se présenter à l'hôpital. Mais je trouve ça excessif de payer aussi cher par mois pour un logement. Donc, ça, c'est deux exemples, c'est deux extrêmes, mais je trouve ça inquiétant quelque part, tu sais, de dire qu'est-ce que je fais. Il faut vraiment avoir un plan B. Qu'est-ce que je fais si jamais ma santé se détériore? Par contre, je trouve que dans le quartier où je vis, sans nécessairement penser à l'avenir, le présent est très agréable dans le sens que j'habite à un coin de rue du fleuve Saint-Laurent. Je marche tous les jours. Je vais faire entre 8 à 10 kilomètres par jour. Je rencontre beaucoup d'amis. Je m'occupe à des loisirs dans un centre communautaire où j'ai été présidente pendant 6 ans. Donc, c'est l'occupation de loisirs que je peux faire. J'aime la lecture, j'aime écouter la télé, j'aime marcher, mais ce que je me répète, mais ce qui m'inquiète, c'est vraiment si ma santé flanche, où est-ce que je vais aller rester? Donc, je trouve ça très approprié de faire ce genre de colloque puis de sensibiliser les gens à l'avenir des gens du troisième âge. Et il y en a de plus en plus, la population est vieillissante, puis on peut vivre jusqu'à 90 ans, on peut vivre jusqu'à 100 ans, mais il faut vraiment avoir les ressources nécessaires pour être capable de prolonger sa vie de façon agréable. Moi, j'habite seule, mes enfants sont pas loin, sont très près de moi, mais ça reste qu'elles ont... j'ai 2 filles, elles ont leur vie et tu sais, on veut pas toujours comment je dirais, dans tu sais, les interpeller pour avoir besoin de ci, avoir besoin de ça, d'installer quelque chose. C'est sûr que c'est plus, en tout cas, pour moi,
je veux pas les incommoder, tu sais, donc c'est un autre aspect de, faut toujours demander, si on a besoin de quelque chose, ben demander à un, puis payer, puis tu sais, c'est un peu ça, tu sais, donc je pense pas que mon temps soit passé, mais je pense que j'ai pas mal fait le tour de la question. J'aurais pas vraiment autre chose à rajouter en termes d'expérience terrain. Merci, Madame Roch, pour ce beau témoignage. Alors, on va passer à Madame Salomé Valette. Salomé, qui est étudiante au doctorat en études urbaines, Institut national de recherche scientifique. Et son étude porte sur les banlieusards d'âge mature excusez-moi. Les banlieusards d'âge mature votent eux aussi aux élections municipales. Le cas de Saint-Eustache et Repentigny. Alors, à vous. Oui, merci beaucoup, Monsieur Tessier. Donc, petit partage. Hop, voilà. Donc oui, merci beaucoup. Merci à tous d'être présents également aujourd'hui. Donc pour ce colloque, je remercie également donc l'équipe Vie et Concordia pour toute cette belle organisation. Donc aujourd'hui, je vous présente finalement les résultats en fait d'études de cas de ma thèse de doctorat. Donc comme M. Tessier l'a mentionné, en études urbaines à l'INRS. Donc principalement la participation électorale à l'échelle municipale, donc chez les personnes âgées donc de 65 ans vivant en banlieue de Montréal. Donc, je vais commencer par vous présenter finalement le projet de recherche plus globalement, la méthodologie utilisée, présenter mes résultats et donc terminer avec une brève conclusion et discussion. Donc, il faut savoir que les résultats que je vous présente aujourd'hui font partie d'un plus grand projet, donc qui est surtout de comprendre l'influence que peut avoir l'expérience de la ville, donc c'est-à-dire l'utilisation des services municipaux, donc les transports en commun, les parcs, les bibliothèques, l'utilisation de divers organismes sur la participation politique des aînés à l'échelle municipale. Et la participation politique peut se diviser donc de deux manières, c'est-à-dire la participation électorale ou encore donc la participation telle que l'engagement ou l'implication comme Madame Roch vient de nous le présenter. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus sur la participation électorale que je vous le présente. Donc un autre aspect en fait que le vieillissement de la population peut avoir donc sur notre société, puisque on le sait, il y a de plus en plus de personnes âgées dans la société. La société vieillit et on sait également en fait que ce sont surtout les personnes âgées qui votent le plus aux différents échelles de gouvernement, principalement provinciales et fédérales. En fait, à l'échelle municipale, on a encore très peu d'informations sur le comportement électoral. Il y a eu un manque un peu de recherche à ce niveau-là. Donc, ça commence à revenir depuis les 10 dernières années. Et de manière générale, ce qu'on sait, en fait, c'est que plus un individu vieillit, plus il prend de l'âge, plus il sera susceptible, en fait, de s'engager politiquement, donc, dans sa communauté. Et donc, ça veut dire autant de manière donc, bénévole que électoralement parlant. On sait également, donc, grâce à une étude qui a été faite par Couture, Breu et Bérère, donc au Québec, que l'âge est quand même un déterminant social donc, à l'échelle municipale. En effet, on sait donc grâce à cette étude que l'électeur moyen aux élections municipales du Québec, donc c'est important quand même de préciser au Québec, serait donc un homme âgé d'environ 55 ans et propriétaire également. Évidemment, ça reste une étude, en fait, avec des données agrégées, donc pas des données individuelles. Donc, c'est encore difficile, en fait, de vraiment pouvoir l'appliquer à toute la population québécoise à l'échelle municipale. Mais ça m'a quand même amené donc, à m'intéresser et à comprendre finalement la signification que le vote à l'échelle municipale peut avoir donc chez les aînés, donc ceux qui vivent davantage, en fait, dans notre société et donc qui prennent surtout un poids démographique important pour les élections et donc les élections municipales. Donc, pour ce faire, en fait, j'ai décidé de faire des groupes de discussion et des entretiens individuels dans 3 municipalités. Donc, aujourd'hui, je vous présente celle de Repentigny et de Saint-Eustache et principalement, en fait, les entretiens individuels. Pourquoi seulement les entretiens individuels aujourd'hui? Parce que lors des groupes de discussion, je me suis surtout intéressée, en fait, à la représentation sociale du vieillissement. Et bien que ce soit pas du tout le sujet de la présentation d'aujourd'hui, il y avait beaucoup de liens à faire, justement, avec ce que Mme Roch venait de mentionner, donc ça me fera plaisir d'en discuter avec vous dans la période de discussion. Mais dans mes entretiens individuels, surtout, je me suis intéressée en fait à la participation politique, puisque c'est davantage un sujet individuel en fait qu'il faut savoir.
J'ai eu la grande chance de faire donc ma collecte de données pendant la pandémie. Donc, j'ai commencé un petit peu avant. Donc, certains de mes entretiens ont été faits en personne, mais quand même la majorité ont été faits par Zoom et par téléphone. Donc, ça a amené quand même quelques réticences parfois à obtenir du partage d'informations ou même en fait des entretiens. Mais bref, j'ai quand même réussi à obtenir 39 entretiens. Aujourd'hui, je vous en partage donc pour 27 personnes. Donc, pourquoi j'ai choisi en fait 3 municipalités, et donc les deux d'aujourd'hui, Repentigny et Saint-Eustache, principalement en fait parce que les données qui portent sur le comportement électoral de manière générale au Québec, on s'intéresse beaucoup en fait aux grandes villes ou aux petites municipalités de moins de 5 000, mais les municipalités de taille moyenne, entre 20 000 et 90 000 habitants, sont souvent mis de côté. Souvent mis de côté parce que justement, en fait, elles sont en périphérie des grandes villes et donc on considère que le comportement va être relativement similaire ou peut avoir une influence le fait d'habiter proche d'une grande ville. Donc moi, j'ai voulu voir en fait déjà la relation qu'il peut y avoir entre villes de périphérie et ville-centre. Donc c'est pour ça aussi qu'elles se situent toutes à l'extérieur de l'île de Montréal. Ensuite, j'ai établi donc 3 critères pour rechercher les municipalités. Donc, d'abord, la stabilité du taux de participation électorale. Je voulais quand même avoir des municipalités qui soient similaires d'une élection à une autre. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une élection où un enjeu est pris vraiment une importance considérable et qui explique un taux de participation plus faible ou plus important lors de cette élection-là. Et je voulais aussi que le taux de vieillissement soit similaire à celui du Québec. Donc, je voulais mentionner dans les groupes de discussion, je me suis surtout intéressée en fait aux représentations du vieillissement. Donc, c'est important en fait d'avoir une municipalité en fait qui puisse également avoir cette question-là en tête dans ses politiques, c'est-à-dire comment adapter sa municipalité au vieillissement de la population. Donc, comme le taux de vieillissement est de 18,3, moi, mes municipalités se situent autour de 18,2 pour Saint-Eustache et 18,3 pour Repentigny, donc c'était parfait. Et chacune de mes municipalités se situe également à une quarantaine de kilomètres donc de Montréal et toute proche d'un axe routier aussi très proche de la ville-centre. Donc, j'aurai 2 types de résultats à vous présenter aujourd'hui. Les premiers, donc c'est vraiment sur l'évolution de la participation électorale à l'échelle municipale. Hein, donc, la petite phrase que je vous ai mentionnée au début, plus on vieillit, plus on a tendance à s'impliquer politiquement. Donc, c'est un peu de voir en fait si l'évolution de la participation électorale répond en fait à cette tendance. Donc, la minorité, en fait, de mes participants mentionne que soit il n'y a pas d'évolution, soit au contraire, l'évolution est un peu négative. Donc, pour ceux, en fait, qui ne voient pas d'évolution, pour eux, c'est vraiment, j'ai toujours voté, je vais continuer à voter. Mais en fait, ce qui est important dans leur vote, c'est le candidat. Donc, le vote à l'échelle municipale, c'est vraiment de voter pour le candidat et après, ça va être le programme, alors que c'est différent aux autres paliers de gouvernement. C'est davantage le programme et les enjeux qui sont mis en avant. Et c'est également aussi le fait de voter pour les services municipaux. Déjà, un premier pas vers la proximité aussi à ce niveau-là. Pour ceux où il y a une évolution négative, c'est beaucoup plus lié à leur motivation. En fait, la motivation a évolué de manière significative, mais pente descendante au fil du temps. Donc, comme on peut voir, la participante 9 juste ici, en fait, qui mentionne que elle a la moins de motivation, qu'elle considère en fait que les personnes sont peut-être un peu plus paresseuses en fait que lorsqu'elles étaient plus jeunes. Donc, c'est-à-dire, elles auraient tendance à voter davantage plus pour elles que pour la communauté. Pour d'autres encore, considèrent que c'est la fusion municipale aussi qui aurait eu une importance sur leur motivation. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'elles votaient davantage pour leur petite municipalité avant qu'elles soient fusionnées à une plus grande municipalité, il y a eu une différence dans leur motivation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles s'accordent moins de motivation à leur vote pour la grande ville de Saint-Eustache ou de Repentigny, alors qu'elles préféraient voter davantage pour la plus petite municipalité sur laquelle elles ont emménagé lorsqu'elles étaient plus jeunes. Pour la majorité, par contre, il y a quand même une évolution positive donc à leur participation électorale qui se tente donc à différents éléments. Donc, on peut voir la première participante ici, elle mentionne en fait qu'auparavant, elle votait davantage pour le fait d'être une femme. Donc, elle savait toute l'historique en fait du droit des femmes, principalement à l'échelle municipale aussi. Donc, auparavant, c'est pour ça, alors qu'aujourd'hui, elle vote davantage par conviction et pour une cause, donc liée aux enjeux municipaux.
Pour d'autres, donc c'est encore le fait d'avoir évolué, donc accorder une importance différente en fait à leur vote, le fait d'avoir des enfants, une famille à s'occuper, donc une différente importance en fait accordée à l'échelle municipale. Ou encore, pour d'autres, c'est le fait d'être mieux outillé, donc de mieux savoir où s'informer à l'échelle municipale, de mieux connaître en fait le système politique électoral à l'échelle municipale, donc de l'avoir découvert au fil du temps, de mieux connaître leurs maires, leurs conseillers, leurs conseillères et d'être enracinés aussi dans leur municipalité. On sait qu'un enracinement fort amène une participation élevée, mais maintenant, on le sait également que c'est le cas pour les personnes âgées et donc en milieu municipal. Le deuxième type de résultat, en fait, que je vais vous présenter, c'est davantage donc la signification et l'utilité du vote, donc pour les participants de Repentigny et Saint-Eustache, donc à l'échelle municipale. Donc, pour la signification, évidemment, il n'y a pas de grande découverte. Donc, pour la majorité, en fait, pour la totalité, c'est vraiment un devoir. Donc, c'est un devoir d'aller voter à l'échelle municipale. C'est un devoir d'élire, en fait, ses élus, ses représentants. Donc, ça confirme vraiment toutes les études qui sont mises en place par Charpentier, excusez-moi, donc qu'il y a un sens du devoir pour les aînés pour aller voter, mais également par Blais et Daoust-Blais, en fait, qui mentionnent qu'il y a toujours un devoir pour aller voter, et ce, à n'importe quel palier de gouvernement. Donc là, maintenant, on est vraiment en mesure de savoir que c'est également la même chose pour l'échelle municipale. Mais en plus d'être un devoir, c'est également un droit pour la majorité d'entre eux, et un droit qui se distingue de deux manières. Premièrement, c'est une possibilité d'exprimer son point de vue. On le mentionne souvent, si on ne va pas voter, on n'a pas le droit en fait, de critiquer le gouvernement. C'est la même chose pour l'échelle municipale, c'est la même chose pour les personnes âgées. En fait, le fait de pouvoir voter, ça leur permet de pouvoir argumenter au conseil municipal, ça leur permet de pouvoir faire des demandes à leurs élus municipaux directement, ce qu'ils ne pourraient pas faire en fait s'ils ne vont pas voter. Mais c'est également un soutien, donc un soutien de vouloir élire en fait la personne qui va les représenter et de pouvoir leur mentionner également directement, de dire j'ai voté pour toi en fait. Donc moi je voulais vraiment que ce soit toi qui devienne mon conseiller. L'utilité du vote également est importante donc pour nos participants, bien que pour une minorité pour certains, en fait, c'est un contrôle démocratique, donc dans le sens, en fait, de pouvoir participer donc à la situation politique et pas seulement au débat, pas seulement à la délibération d'un conseil municipal ou aux assemblées, en fait, qu'il peut y avoir tout au long du mois ou aux consultations publiques. C'est autre chose. C'est vraiment de pouvoir donc contrôler la situation politique, de dire que si on apprécie un conseiller, en fait, on va continuer à voter pour lui, ou au contraire, si on n'apprécie pas du tout le travail de notre élu, ben, en fait, on va lui montrer et on va voter pour quelqu'un d'autre. Mais pour la majorité, c'est surtout en fait la reconnaissance de la démocratie. Donc, la reconnaissance, déjà, il y a une prise en compte en fait que l'échelle municipale, c'est l'échelle où il y a une moins forte participation électorale. Donc, ça amène quand même la question de se demander à quoi finalement le vote est utile ou non. Mais surtout aussi, ça amène la question de la représentation. Donc, jusqu'à quel point, en fait, si un candidat est élu, quelle est sa représentation, quelle est son importance, en fait, s'il y a seulement la moitié de la population qui vote pour lui, en fait. C'est quoi la partie qui va le représenter de la population? Et pour d'autres aussi, c'est la possibilité, en fait, de reconnaître la confiance qu'on a envers nos élus. Ça passe par le vote également. Évidemment, en m'intéressant donc à la participation électorale à l'échelle municipale et donc à l'utilité et la signification et donc la valeur du vote aussi à cette échelle de gouvernement, j'ai trouvé important de vouloir vérifier si c'était le cas ou non avec les autres paliers de gouvernement. Sinon, en fait, on peut pas vraiment savoir si c'est des nouvelles contributions ou non. Donc, pour une minorité, il y a une similitude quand même, dans le sens où toutes les élections sont similaires, il n'y a pas de différence entre elles, tous les votes sont égaux, même si chaque échelle de gouvernement a ses capacités, a ses compétences. Mais pour la majorité, c'est ça qui est important en fait, c'est qu'il y a une différence entre les paliers de gouvernement. Pour la majorité, le gouvernement municipal est plus important pour eux que pour les autres paliers de gouvernement. Pourquoi? Parce que il y a une proximité avec les élus, possibilité de leur parler directement, de communiquer avec eux, d'établir des relations et donc de pouvoir les rencontrer facilement. C'est la possibilité aussi de pouvoir voter autant pour le candidat que pour le maire. Aux autres paliers de gouvernement, c'est pas possible de voter pour le député et pour le premier ministre. C'est l'un ou l'autre. Et puis, c'est aussi la possibilité
de voter en fait pour ces services municipaux. Donc même si souvent c'est pas un enjeu propre en soi à une municipalité, le fait de voter pour un candidat, si on sait qu'il va être pour ou contre tel type de service municipaux, où l'amélioration en fait d'un service va amener finalement une certaine contribution et donc une proximité à vouloir voir l'amélioration de ces services municipaux. Donc, en guise de discussion et de conclusion, donc, quelle est la signification du vote à l'échelle municipale pour les aînés? Je pense, en fait, qu'on arrive à bien démontrer que plus un individu vieillit, plus il va être intéressé. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une évolution, en fait, dans la majorité des participants de mon étude sur leur vote à l'échelle municipale, une évolution tant qu'à leur motivation, mais également à l'importance accordée à ce vote-là, à l'importance accordée à ce vote comparativement aux autres échelles du gouvernement. C'est aussi donc une étude qui permet de mieux comprendre finalement l'échelle municipale et de démontrer en fait que les théories des autres paliers de gouvernement, donc autant provincial que fédéral, peuvent s'appliquer en quelque sorte donc à l'échelle municipale aussi, même s'il y a bien des différences entre les paliers de gouvernement. Et également donc que l'échelle municipale est bien utile, même si le taux de participation est relativement plus faible en fait que les autres paliers de gouvernement. Il est utile et grâce à sa proximité donc avec les élus, avec les conseillers, avec les maires, mais également avec les services municipaux. Je vous remercie beaucoup. Merci, Madame Valette, pour cette présentation fort intéressante. Alors, on est un petit peu en avance sur notre temps, mais il n'y a pas de problème. On va passer à la période des questions. Alors, je vais commencer par les premières questions qui s'adressent à notre première panéliste, Madame Sophie Guimont, excusez-moi. Alors, la première question est de Paula Négron. Merci pour la présentation. Est-ce que votre définition d'espace habilitant est aussi inspirée de la notion de droit à la ville de Lefebvre? Madame Guimont. Philippe, je pense que Mme Guimont a les problèmes Internet. OK, il n'y a pas de problème. Elle n'est pas ici. Oui. Elle n'est pas ici. OK. Alors, on va passer à la prochaine. Un commentaire ici de Pauline Filiatro. Les studios communautaires seraient une solution pour les personnes âgées ne voulant pas vivre seules. Voir le projet de la SCHL, dossier complet prêt pour la construction. OK, merci pour ce commentaire. La prochaine est de Madame Lorraine Brunel. En effet, il n'y a pas de loyer à prix modique ou à prix raisonnable pour les personnes du troisième âge. Pensez-vous qu'un jour, il y en aura? C'est une bonne question, ça. Madame Rana Boubacar. Question pour Madame Guimont, qui est absente encore. Alors, on va passer à la prochaine. On va revenir. Si Madame Guimont arrive à se reconnecter, on va revenir. Diane Boulay, ce n'est pas une question, mais un commentaire sur la première présentation. Merci. OK, parfait. Magella Simard, question pour Madame Valette. Votre étude a-t-elle permis de déterminer si les personnes âgées prenaient connaissance de la plateforme électorale des différents candidats ou si elles étaient plutôt du genre à être fidèles à leur parti? Merci. Alors, c'est à vous, Madame Vallée. Est-ce que vous voulez que je répète la question ou... Non, c'est bon, c'est gentil. Merci, Madame Simard, pour la question. C'est effectivement intéressant. Évidemment, je suis pas allée directement à ce niveau-là dans mon étude, mais j'ai quand même eu quelques réponses à ce niveau-là. Déjà, il faut savoir en fait que dans la majorité, dans toutes les municipalités, sauf Saint-Jean-sur-Richelieu, en fait, donc Repentigny et Saint-Eustache, il n'y avait pas de parti politique en fait dans les municipalités. Donc c'est sûr que là, de dire si c'était finalement une habitude de voter pour le même parti, c'est plus difficile. Pour Saint-Jean-sur-Richelieu, ce que je peux mentionner, c'est qu'il y a eu, si on veut, une crise politique dans les dernières années où le maire, maintenant le maire sortant en fait, mais entre 2017 et 2021, avait été sujet d'intimidation au sein du parti, avec ses conseillers directement, également de corruption. Donc, ça, c'est beaucoup ressorti. Ce qu'on m'a mentionné, en fait, c'est lorsqu'on a voté pour lui, on avait beaucoup d'espoir parce qu'il était jeune, parce que vraiment, il nous apportait du changement. Et finalement, ce qu'il nous a montré, c'est complètement le contraire. Non, c'est clair, je ne voterai pas pour lui. Donc,
Ça, là-dessus, vraiment, on peut voir quand même que l'habitude est plus ou moins présente. Après, ce qui est intéressant également donc, avec la question d'habitude qui se transmet donc à l'échelle municipale par rapport aux partis ou même aux candidats, de toujours voter avec les candidats, j'aurais tendance à dire en fait que ça se répercute un petit peu moins dans mes participants, du fait que beaucoup en fait nous ont mentionné j'aime mon candidat, malheureusement en fait des fois il va partir, je vais en avoir un autre. Il y a beaucoup de recherches d'informations en fait qui se font par les personnes âgées pour savoir en fait pour qui ils vont aller voter. Donc si c'était vraiment une habitude de toujours voter soit pour le même parti, soit pour le même candidat, cette recherche d'informations-là en fait elle ne se ferait pas à mon avis. J'ai l'impression en fait que voilà, quand c'est par habitude, on le fait, c'est un automatisme, on se pose pas de questions. Là, au contraire, il y a vraiment une recherche d'informations, que ce soit qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il va mettre en place, en fait. Est-ce que ça vaut la peine, en fait, de continuer avec cette personne-là, avec ce parti-là, plutôt que d'aller voir un autre? J'espère que ça répond à votre question. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, on a un commentaire de Mme Pauline Filiatro. Les personnes aînées devraient être présentes pour l'élaboration de la politique manuelle de leur municipalité. Est-ce que vous avez des commentaires à faire relativement à ça, Mme Valette? Oui, effectivement, je suis totalement d'accord avec vous. Bon, pour mon parcours auparavant, lors de ma maîtrise, j'ai travaillé en fait au sein de l'équipe municipalité Amis des aînés à Sherbrooke et vraiment c'est quelque chose qu'on essayait de mettre en place. Donc, on sait il y a des comités en fait aînés dans les municipalités qui mettent en place le programme municipalité Amis des aînés justement pour permettre en fait cette participation sociale, culturelle, économique et politique en fait des personnes âgées au sein de leur municipalité. Moi, ce que j'ai remarqué donc dans les 3 villes où je suis allée, donc les 3 villes ont un plan municipalité Amis des aînés. Soit alors, par exemple, à Repentigny, ça n'a jamais été mentionné, comme si que la ville l'a mis en place, mais du moins les participants sont pas au courant en fait qu'il y a un comité qui est mis en place. Donc, ils savent pas directement qu'ils peuvent s'adresser à eux. J'ai l'impression aussi que c'est un comité qui est mis en place, mais qui malheureusement n'est pas forcément ouvert à tous, dans le sens où il est mis en place lors de l'élaboration, mais une fois que l'élaboration et que le projet est mis vraiment sur papier, mis sur la politique de la ville, le comité est plus totalement présent en fait. Donc ça reste quand même 5 ans, parce que souvent c'est 5 ans de programme où il n'y a plus la possibilité de vérifier si la politique fonctionne. Après, à la fin du 5 ans, on vérifie si tout a bien fonctionné, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Mais effectivement, je pense que c'est des consultations en fait qui devraient être faites tout au long en fait de l'année pour tenter d'améliorer le plus possible en fait les politiques, l'accessibilité, que ce soit sur les services municipaux ou toute autre participation. Si je vous suis bien, là, finalement, il y a pas de, le problème, c'est qu'il n'y a pas de suivi là, relativement au plan mal. C'est ça. OK, parfait. Il n'y a pas de suivi tout au long de l'année. Il y a un suivi au début, puis un suivi à la fin, en fait. OK, parfait. Merci beaucoup. Alors, Madame Madeleine Tremblay, bravo pour votre témoignage clair et pertinent, Madame Micheline. Quel est votre plan B si votre santé décline? Une question qu'on se pose aussi. Alors, Madame Roch, à vous. À vrai dire, je ne sais pas. Je me dis toujours que je suis en excellente santé. J'en discutais justement avant le colloque avec Philippe. Je marche entre 8 à 10 kilomètres par jour. Donc, et j'ai repris la marche après avoir cessé pendant un certain temps. J'ai repris il y a environ 3 ans et je marche tous les jours. Donc, avec la marche, ce que je me dis, c'est que je vais garder ma santé assez longtemps. Mais je ne sais pas où est-ce que je pourrais aller rester si ma santé se décline, parce que je suis quand même en situation financière, assez bonne situation financière. Donc, est-ce que je vais devoir aller au groupe Maurice et payer 2700 $ par mois ou aller dans un CHSLD? Je ne sais pas, j'ai aucune idée. C'est quelque chose qu'il va falloir que je réfléchisse. J'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aînées qui sont dans la même situation que vous, qui se demandent qu'est-ce que l'avenir leur réserve. Oui. C'est Je pas n'en évident. doute pas. C'est pas évident. Mais merci beaucoup. OK, on va passer à la prochaine question. Madame Lorraine Brunel, donc, il y aura de nouveaux programmes au niveau des villes pour les loyers pour les personnes âgées. Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Madame Valette, est-ce que vous êtes un peu au courant au fait des programmes
de loyer modique à loyer modique pour les personnes âgées pour les villes ou financement? Non, Vous êtes malheureusement, au courant de ça? je suis désolée, OK. j'ai très peu d'informations, très peu OK. d'informations et j'aurais peur de dire une bêtise, en fait. Je pense que c'est une problématique qui est très présente, là, justement, au Forum de la fiscalité montréalaise. On a eu une présentation relativement à la problématique là, des loyers à prix modique pour tout le monde, finalement, les personnes âgées y compris. Puis le problème, c'est un financement qui vient pas du provincial, là. Les enveloppes budgétaires sont pas renouvelées, alors ça, il est là le problème, là. Attendez juste un instant, on va passer. Le problème avec les personnes âgées, Monsieur René Gibault, excusez-moi. Le problème avec les personnes âgées, leur caractère très temporaire. Si le gouvernement font la sourde oreille, ils n'ont qu'à patienter et tout est à recommencer. Les mêmes questions, propos, supposées solutions étaient discutées il y a 10, 12, 15 ans. À 84 ans, il me reste un peu de mémoire. Merci pour ce commentaire. Madame Pauline Filiatro, le plan B de prévoir à son domicile de pouvoir avoir des maintiens à domicile, maison et appartements adaptés. Alors, Madame Roch, est-ce que vous avez des plans justement au niveau du maintien à domicile? Comment vous voyez ça? Maintien à domicile, j'ai déjà été dans une vie antérieure, j'ai déjà exercé la profession d'infirmière, donc je pense que oui, effectivement, je pense que le programme d'aidant naturel ou je sais qu'il existe des choses, par exemple, tu sais, pour les gens qui ont de la difficulté à aller prendre un bain ou tu sais, il existe différentes choses pour faciliter la vie courante de tous les jours, ça je le sais. Mais moi, je suis pas prête à partir de mon condo que j'ai payé il y a longtemps, puis que je vais aller vivre ailleurs dans un endroit où ça va me coûter une fortune. Puis tant et aussi longtemps que je vais être en forme, je vais rester dans mon condo. C'est ma façon de voir les choses. Et peut-être demander de l'aide de l'un et de l'autre pour faire telle réparation ou telle faciliter la vie de tous les jours. C'est comme ça que je le vois, mais d'aller vivre ailleurs, je ne le vois pas pour le moment. Je pense qu'un des problèmes qu'on mentionnait récemment, qu'on mentionnait au niveau du maintien à domicile, c'est la pénurie de main-d'œuvre n'aide pas. Que ce soit pour l'entretien ménager ou des choses comme ça, finalement, les gens ont de la difficulté à avoir de la main-d'œuvre pour leur donner un coup de main au niveau de la maintien à domicile. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Madame Nathalie Farley. Quelles seraient les étapes suivantes pour intégrer le concept d'espace habilitant dans les sphères municipales et provinciales? Qui seraient les acteurs à privilégier pour aider les aînés à trouver les espaces habilitants pour leur participation sociale optimale? Est-ce que vous êtes... ça, c'est une question pour vous, Madame Valette, ou c'était une question pour... Je pense que c'est plus pour Madame Baradette, en fait, pour l'habitation. Elle n'est pas ici, hein? OK, parfait. Programme supplément au logement, Madame Filiatro, et aussi allocation au logement, ça aide au niveau du financement pour le maintien à domicile. Sarah Vassing. Dans la démarche MADA, il est prévu Dans la démarche MADA, il est prévu un comité de suivi du plan d'action et de la politique justement pour favoriser leur mise en œuvre. Ce comité doit être approuvé par résolution municipale et doit inclure 2 représentants des personnes aînées, citoyens et organismes. Alors ça, vous êtes au courant de ça, peut-être un peu plus, Madame Valette? Oui, c'est totalement vrai. Effectivement, c'est 2. Après, lorsqu'on regarde que le comité peut avoir une dizaine de personnes, voire un peu plus, une quinzaine de personnes, lorsqu'on cherche à s'intéresser finalement au vieillissement de la population et donc à l'aménagement du territoire, des fois 2 personnes âgées, ça peut être limité. Il y a plusieurs études aussi qui démontrent que la participation face à des experts, donc c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi dans le comité, c'est souvent des experts en aménagement, des experts en architecture, urbanisme ou quoi que ce soit. Ça peut être difficile aussi de vouloir mentionner son point de vue et dire en fait non, je suis pas d'accord, c'est peut-être pas forcément ça qui serait le mieux pour nous en fait. Après c'est une excellente démarche, hein. Moi j'adore ce que MADA peut mettre en place, mais il faut quand même réussir à réaliser qu'il y a certaines critiques en fait qui peuvent être faites et je me souviens plus qui avait fait le commentaire dans le Q&A, mais effectivement il devrait y avoir un suivi plus constant en fait que seulement aux 5 ans au début puis à la fin de la démarche.
En effet, en effet. Alors, on a un commentaire ici de Sonia Leclerc. Pour s'informer sur une option d'habitation adaptée pour aînés et peut-être s'impliquer à faire naître ce milieu de vie, voir site habitationaînés.ca. Madame Amélie Myriam Plante, Madame Valette, pouvez-vous nous parler un peu des focus groups? Pardon, j'avais oublié mon micro. Oui. Oui, bien sûr, ça va me faire plaisir. Les focus groups, dans le fond, moi, c'était beaucoup plus donc pour voir la représentation du vieillissement. Donc, j'y suis allée vraiment de manière générale. Donc, question générale, par exemple, comment est-ce que vous voyez votre vieillissement? Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce que vous avez l'impression de bien vieillir? Donc, est-ce qu'il y a des facilités ou non à vieillir dans votre municipalité? Ce que je retiens, et là, c'est vraiment dans les 3 municipalités, donc autant Saint-Jean-sur-Richelieu, Repentigny que Saint-Eustache. J'ai eu la moyenne d'âge de mes participants donc est de 74 ans. Il y en a pas un qui m'a dit qu'il ressentait son vieillissement. En fait, il y en a pas un qui me disait oui, je me sens vieux, je me sens vieille ou quoi que ce soit. C'était au contraire, j'ai l'impression d'être jeune. En fait, je suis encore actif, même si je suis à la retraite, je fais tout en fait pour pouvoir rester active. Justement, le lundi, je vais marcher. Le mardi, je vais aller manger avec des amis. Le mercredi, je vais jouer au bridge ou quoi que ce soit. Donc, il y a vraiment différentes activités qui sont mises en place pour rester actif. Après, ce qui est intéressant avec ça, donc il y a différentes études en fait qui portent sur les représentations du vieillissement et qui s'intéressent justement à dire qu'il y a peut-être une injonction à la participation chez les aînés, donc qui porte en fait à dire qu'il est important de participer justement pour rester en bonne santé, puisque malheureusement, on devient en mauvaise santé, on devient plus un poids économique, hein, donc les coûts d'hospitalisation, quoi que ce soit. Donc, moi, ça m'a amené à me questionner à savoir si finalement, cette injonction-là, est-ce qu'elle était intériorisée par mes participants? Évidemment, donc comme Madame Rock, c'est tous des participants qui se considèrent être en bonne santé, avoir relativement une bonne santé financière aussi. Donc, ils sont tous propriétaires de leur maison, de leur condo ou d'appartement. Ils sont proches de leur famille aussi. Donc, forcément, ça amène un peu l'idée que peut-être il y a une intériorisation en fait de cette idée-là de ne pas vouloir devenir un poids économique parce qu'ils ne participent plus en fait dans la société. Ils sont plus dans la vie active, ils sont plus au travail, ils sont retraités. Donc, au contraire, en fait, ils vont continuer à participer. C'est tous des personnes également, en fait, qui considèrent avoir beaucoup plus de temps qu'auparavant pour pouvoir participer dans des organismes, dans des associations pour les autres. Donc, ça amène une certaine valorisation personnelle également. Mais en même temps, lorsqu'on leur demande est-ce que vous passez quand même plus de temps avec vos familles, vos petits-enfants ou quoi que ce soit? Oui, mais j'aimerais ça quand même un peu plus, mais j'ai pas le temps. Ah, mais vous avez le temps pour participer, par contre, parce peut-être qu'on vous impose cette participation-là, alors qu'au contraire, peut-être vous voudriez participer davantage et avoir plus de temps, en fait, personnel. Merci beaucoup. Pascal Hanécart, j'entends les différentes présentations ressentent une certaine ghettoisation générationnelle. Y a-t-il des difficultés et freins à des espaces habitats multigénérationnels? Alors, Madame Rock, vous, est-ce que vous voyez une ghettoisation générationnelle dans votre environnement ou? Si on parle de maisons intergénérationnelles, moi, ici, dans le quartier où j'habite, je suis dans l'est de Montréal, non, j'en vois pas. Mais je peux faire une petite anecdote. C'est quelque chose que mon gendre m'avait déjà proposé de vendre. Ils demeurent à Saint-Hubert, ils ont un bungalow. Et il me disait, je vais vendre mon bungalow, puis on va s'acheter un immeuble avec une maison intergénérationnelle. Et ça m'a fait réfléchir, ça m'a un peu freiné, parce que ce qui est primordial pour moi, c'est de continuer à vivre dans le quartier où j'habite en ce moment. Donc ça, c'est ma priorité. Et j'ai une autre fille qui a 54 ans, qui habite Pointe-aux-Trembles, qui est pas très loin d'ici, peut-être à 10 minutes en voiture. Avec elle, peut-être que on pourrait penser à une maison intergénérationnelle, mais il en existe pas. Dans le quartier où j'habite, il y en a pas. Il y en a pas. Peut-être à Pointe-aux-Trembles, parce que le quartier est peut-être plus développé qu'ici dans l'est de Montréal.
Et ma fille, je la considère comme ma sœur, puisqu'on a 21 ans de différence. Donc, mais ça pourrait être une option. Oui, mais il n'y en a pas ici Il n'y en a pas dans votre environnement, il n'y en a pas. Non, okay, non. Parfait. Bien, merci. Sonia Leclerc. Question de Sonia Leclerc. Est-ce que Mme Valette avait une question sur l'intention, motivation des participants aînés de réduire ou augmenter son implication et selon quelle échéance? Oh, bonne question. Non, malheureusement, j'ai pas pensé à cette question-là. Moi, je voulais surtout voir en fait quelle était leur participation. Après, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu une évolution pour la majorité d'entre eux, mais tous participaient déjà auparavant. Donc, lorsqu'ils avaient une vie de famille, lorsqu'ils étaient donc encore au travail, ils étaient déjà impliqués dans des organismes. Ce qu'ils m'ont mentionné, c'est que depuis leur retraite, par contre, ils participent davantage. Mais c'est peut-être aussi parce que j'ai arrêté, moi, mes participants à 84 ans. Bon, c'était un choix pour des raisons cognitives ou quoi que ce soit. Il faut faire des choix pour la recherche. Donc, peut-être qu'effectivement, cette tranche d'âge des populations entre 65 et 84 ans m'amène à avoir des participants qui sont plus portés, en fait, à s'impliquer dans leur communauté. Et donc, j'ai pas encore demandé à partir de quel âge, finalement, ils pensaient arrêter ou non leur implication. OK, merci. René Filiatro, je participe au comité de suivi de la politique MADA. Important que les aînés soient présents dans la municipalité de 65 à 100 ans. Tout à fait. Paula Négron, l'option de maison intergénérationnelle risque de déraciner les personnes âgées de la communauté à laquelle elles sont attachées, ou alors les placer dans une situation de mobilité dépendante advenant la perte de l'automobile. Effectivement, si le développement des résidences intergénérationnelles se fait seulement dans des nouveaux développements, ça peut avoir un impact comme ça, effectivement. Alors, un commentaire de M. Pierre-Luc Lupien. Merci tout d'abord aux conférencières. M. Tessier, dans votre présentation du panel, vous avez mis le doigt sur un problème très pertinent, celui de la fiscalité. Il en va de même dans l'Est du Québec. La hausse de taxation municipale est un objet de crainte pour les résidents aînés qui ont pour la plupart des revenus fixes. Question, quelles seraient les avenues fiscales possibles pour favoriser le maintien des résidents aînés dans leur milieu de vie? Alors ça, c'est une bonne question. Est-ce que quelqu'un peut répondre à ça? Non, hein? Écoutez, je pense qu'au niveau de la municipalité de Montréal, c'est d'agrandir l'assiette fiscale, de pas juste se fier à des revenus qui viennent parce que là, la vaste majorité des revenus des villes viennent malheureusement seulement des taxes foncières. Et c'est d'aller chercher des revenus ailleurs. Alors, il y a la possibilité de la taxation, on a mentionné là, au kilométrage, la taxation kilométrique. On a aussi mentionné au forum la possibilité de taxation de l'eau pour les usagers industriels et commerciaux. Alors, c'est juste d'aller chercher des recettes ailleurs que seulement sur les taxes foncières. Alors ça pourrait aider. Écoutez, je ne sais pas quelles sont les autres options. Monsieur Pierre-Luc Lupien continue. Madame Roch, merci de nous avoir partagé votre situation. La question du plan B est partagée par plusieurs résidents de milieux très différents. Question pour vous, Madame Roch. Vous semblez entendre qu'il n'y a pas de possibilité de demeurer dans votre quartier d'appartenance advenant le problème de santé affectant votre autonomie. Est-ce que c'est vrai, ça? En fait, dans le quartier où j'habite, il y a des CHSLD, ça c'est sûr, parce que ma mère habitait le quartier et quand elle est tombée malade, elle est allée dans un CHSLD. Mais pour avoir travaillé en milieu hospitalier, je vous dirais que c'est vraiment mon dernier choix. Donc, je préférerais avoir un logement à prix raisonnable que de vivre dans un CHSLD. Si advenant ma santé décline, évidemment. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai peut-être une question pour Mme Valette. Je vois pas d'autres questions de la part des participants. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas. On est en attente. On a encore un peu de temps. Moi, je suis un ancien de la politique et une des questions que je me pose, en fait, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que les personnes aînées participent plus au niveau du vote, etc., que les jeunes ou les autres groupes d'âge. Est-ce que c'est la sagesse ou... Forcément, la sagesse est une bonne réponse. J'ai mené une autre étude, en fait, avec ma directrice de recherche, Sandra Bro, il y a quelques années pour comprendre, en fait, justement,
la signification du vote chez les jeunes électeurs, donc vraiment à partir de 18 ans. Et moi, ce que j'arrive à faire, la différence donc entre les aînés 65 ans et plus et les jeunes, donc 18 ans, 20 ans, c'est qu'on voit il y a l'information politique est importante et principalement en fait à l'échelle municipale. L'échelle municipale a quand même un contexte politique assez particulier où c'est difficile de trouver l'information. Difficile dans le sens où c'est pas forcément diffusé à la radio ou à la télévision, à moins d'être dans une grande municipalité comme Montréal, comme Québec, où là, forcément, il va y avoir des débats. Mais si on parle de villes moyennes, de petites municipalités, souvent, c'est pas transmis, en fait. Le bouche à oreille, il y a beaucoup d'informations et beaucoup de transmissions, sauf que souvent, lorsqu'on est jeune, on n'a pas forcément envie d'écouter ce bouche à oreille, là, en fait. On suit l'information politique par nos amis un petit peu, par nos professeurs au niveau du collégial ou quoi que ce soit, mais beaucoup par nos parents, en fait. Donc, c'est l'influence que nos parents, que notre famille va avoir qui va nous amener ou non à aller voter, ou oui à aller voter, et pour qui aussi. Nous, il y a plusieurs jeunes qui nous ont mentionné, en fait, j'ai demandé à mes parents pour qui aller voter, puis j'ai fait le même vote. Pourquoi? Parce que moi, je paye pas de taxes alors que eux, oui. Donc, si mon vote peut être utile pour eux, ben, autant que ce soit le cas. Pour les personnes âgées que j'ai rencontrées, c'était complètement différent, en fait. Ils savent où s'informer. Donc, déjà, ils vont aller parler à leur mère, ils vont aller parler directement à tous les élus. Ils savent où aller chercher l'information, que ce soit dans les associations, les organismes, mais également, en fait, dans le bulletin municipal aussi, qui est une grande source d'information, ce que les jeunes ne font pas non plus. Et surtout, en fait, ils ont déjà expérimenté, en fait, ce gouvernement-là. Donc, ils sont établis dans une municipalité, ça fait souvent longtemps qu'ils sont là, donc ils savent en fait, connaissent beaucoup l'expérience de leur municipalité, qu'est-ce qui est à modifier, qu'est-ce qui est à garder comme ça, alors qu'un jeune, en fait, ben, il va changer, il va d'abord habiter avec ses parents, ensuite il va aller en appartement pour ses études, il va peut-être changer de ville pour d'autres études, avant de d'établir une famille également, et donc de vraiment s'ancrer dans une municipalité pour aller chercher l'information nécessaire. Donc, c'est vraiment un cycle électoral qui se qualifie, je pense, beaucoup par la recherche d'informations. C'est une meilleure connaissance des enjeux, finalement. Oui, des enjeux, mais beaucoup du contexte aussi, de comment fonctionne, en fait, l'échelle municipale comparativement aux échelles provinciales ou fédérales qui sont déjà transmises aussi. Donc, on peut aller moins chercher d'informations à l'échelle provinciale et fédérale, puisque de toute manière, en allumant la radio ou la télévision, même en lisant les grands journaux, on va avoir la recherche de débat, en fait, ce qui ne sera pas le cas pour l'échelle municipale. Okay. Merci beaucoup. J'ai une autre question de M. Lupin. Madame Valette, merci pour ce portrait des milieux suburbains. Selon vous, quelles seraient les caractéristiques particulières des banlieusards aînés par rapport à ceux des milieux urbains et par rapport à ceux des plus petits milieux? Je dirais que c'est beaucoup la proximité. Donc, je pense que dans une grande municipalité comme Montréal, ou par exemple les grandes municipalités qui ont des arrondissements, la proximité va surtout se faire en fait avec les maires d'arrondissement, les conseillers d'arrondissement, mais moins avec le conseiller général ou avec la mairesse ou le maire de la grande ville. Dans les petites municipalités et même donc dans les municipalités de taille moyenne, je pense qu'il y a une similitude entre les deux, qui fait qu'on connaît très bien la municipalité. Donc, le bouche-oreille que je parlais tout à l'heure par rapport aux jeunes fonctionne très bien dans les municipalités suburbaines, donc de périphérie, dans les petites municipalités, du fait qu'on peut communiquer directement en fait avec l'élu de son choix. Souvent même, les élus donnent leur numéro de téléphone directement dans le bulletin municipal. Donc, ils savent en fait qu'ils peuvent être appelés à tout moment. Plusieurs m'ont dit aussi, moi je le rencontre à l'épicerie ou c'est mon voisin, donc je peux aller communiquer avec lui si je sais que j'ai besoin en fait que mon trottoir soit déneigé pour le lendemain parce que sinon c'est une grande tempête, si c'est pas fait, je vais l'appeler en fait. Donc, la proximité a vraiment une importance particulière par rapport à la taille de la ville. Après, entre le fait que ce soit urbain ou semi-urbain ou périphérique, je pense que ça dépend beaucoup, en fait, donc de la municipalité en tant que telle et de la gestion municipale, de l'aménagement. Comme Madame Négron le mentionnait, il y a la dépendance de l'automobile qui est beaucoup plus grande aussi. Donc, même s'il y a une envie, en fait, d'attirer les aînés à utiliser le service de transport en commun, il y a quand même à prendre en compte que la voiture, même si c'est une dépendance en tant que telle, c'est aussi un facilitateur, en fait, à leur vieillissement et à l'utilisation de la ville aussi.
Merci. Alors, on a un commentaire de Sylvain Cossette. Merci pour votre partage, Madame Roch. La préoccupation du déracinement lié fait de devoir quitter son village est d'autant plus présent dans les milieux ruraux, raison de la concentration des services dans les zones urbaines. Lorraine Brunel. Les jeunes ne sont pas intéressés à la politique et malheureusement, dans les écoles, ils n'en parlent pas et pourtant, c'est très important. On devrait donner des cours au moins de base afin de comprendre. Lise Frenette. Pour répondre au fameux plan B, il existe des mini-maisons ou des maisons accessoires dans certaines municipalités. Il faudrait le demander à la mairie. Ce serait une solution pour les personnes aînées. Merci pour votre commentaire, Mme Frenette. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, sinon, on va avoir fait le tour. C'est dernières occasions, s'il y a des gens qui ont des questions. Alors, pour les questions qui étaient adressées à la Mme Guimont, on va lui transmettre ces questions-là. Et je pense que ça complète. Là, au niveau des questions, alors, je pense que je vais m'en remettre à toi, Megan. J'ai aussi quelques problèmes Internet, alors c'est la vie maintenant. Alors, magnifique. Un grand merci à toi, Philippe, pour l'animation, à Salomé Veillette et Sophie Guimont, nos panélistes, et Micheline Roch pour ton présentation. C'était vraiment riche. Et merci pour le public. C'était vraiment les questions, les commentaires vraiment, vraiment intéressants. Alors, j'espère que vous vous joindrez à nous la semaine prochaine pour notre troisième panel intitulé Déclencheurs, projets et événements, changement climatique, nouvelles infrastructures et revitalisation urbaine dans un contexte de vieillissement. On parlera beaucoup du logement aussi la semaine prochaine. Alors, c'est un grand, grand thème. Alors, merci à tout le monde et à la semaine prochaine. Au revoir.